Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Le grand journal de New York, nous sommes ensemble encore pendant une demi-heure, toujours en plein cœur de Times Square à New York, qui recevait cette semaine des représentants du gouvernement français à l'occasion de la 67e Assemblée Générale de l'ONU. En marge de ce grand rendez-vous, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, en a profité pour rendre visite à des entrepreneurs français basés à New York, des entrepreneurs qui cartonnent. Il a notamment fait un stop du côté des bureau de Selfish, éditeur de contenu sur mobile. Fabrice Sergent, bonjour. Bonjour. Vous êtes justement le patron de Selfish. Alors comment s'est passée cette visite? Choc des cultures ou pas? C'est une visite de courtoisie, il n'y a pas de raison qu'il y ait un grand choc. Il y a quand même une différence entre le modèle américain et le modèle français. Oui. On sait quand même que Laurent Fabius est le grand défenseur des 35 heures et j'imagine que on ne travaille pas que 35 heures. Oui, je crois que il faut prendre les choses de façon graduelle. C'était déjà une bonne nouvelle que l'on ait décidé au ministère des Affaires étrangères de mettre un coup de projecteur sur des secteurs qui créent des emplois et des entreprises qui marchent. Oui. Non pas que ce ne soit pas forcément leur habitude, mais en règle générale, les politiques... Vous allez dire, ça se fait pas souvent, ça, quand même. Non, justement, les politiques, c'est le premier message que j'ai tenu à passer à Laurent Fabius, c'est que les politiques ne le font pas assez, sinon jamais. On est quand même concentré aujourd'hui sur les fermetures d'entreprises, d'usines et de choses comme ça. Et on oublie franchement tout un secteur qui est notamment, enfin, de nombreux secteurs, dont le nôtre, qui est celui des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, des réseaux mobiles, qui, à mon avis, aujourd'hui vivent une révolution importante, qui aura des conséquences importantes pour l'économie, pour la société, et c'est tout simplement oublié à la fois par les politiques et par les médias. Et donc la première, je dirais, le premier sujet, c'était celui-là, c'était de rappeler qu'il est bon, et c'est pour ça que nous on était heureux franchement de recevoir Laurent Fabius. Il est bon de mettre l'accent sur ce qui marche en France ou dans l'univers français. Pourquoi? Parce que ça donne à la fois une image positive de notre pays et puis surtout ça donne aux jeunes diplômés, aux salariés, l'idée que non, tout n'est pas noir dans l'économie. Bien sûr, il y a des gens qui souffrent. Bien sûr, il faut porter attention sur ces gens-là, mais qu'il faut aussi rappeler que non, c'est pas uniquement qu'il y en a un qui réussisse, c'est que eux aussi peuvent réussir. Oui, eux aussi peuvent à un moment donné ou à un autre créer leur entreprise. Eux aussi peuvent se reconvertir dans un secteur qui embauche. Et donc c'est juste une façon. On n'est pas obligé d'en parler en permanence, mais là, comme on n'en parle jamais, je pense que rééquilibrer un peu la situation par ce type d'initiative, ça ne peut être que considéré comme positif par les entrepreneurs qui, en ce moment, n'arrêtent pas de dire qu'ils manquent d'amour. Oui, c'est vrai. Alors, quels ont été les autres thèmes évoqués? Et les autres thèmes, et c'est important aussi dans cette perspective, les autres thèmes, c'est de dire que le gouvernement, en règle générale, et les hommes politiques, quel que soit leur bord, ont une capacité d'influence sur le moral des gens qui est très important. Et nous, qui effectivement vivons dans un univers en croissance, on a besoin de maintenir la confiance des investisseurs, de maintenir la confiance de notre confiance. Moi, je suis un Français mais qui vit aux États-Unis. J'ai besoin de confiance dans mes investissements en France. J'y emploie 150 personnes. On a recruté encore, peut-être on a grandi au moins 10% de notre effectif cette année. Il faut que je puisse garder confiance dans cet investissement. Et donc, il faut passer par une phase où on va donner un certain nombre de messages positifs sur les perspectives de redressement, de croissance, et de compétitivité française. Et c'est sûr que le sujet fait débat, oui. Mais il est toujours utile de l'entendre de la part de gens qui créent des emplois. Donc c'était plutôt positif dans l'ensemble, cette visite? Il n'y a absolument aucune raison que ce soit négatif. Ça s'est pas très bien passé non plus avec les autres entrepreneurs. Non, moi, à 6000 km de distance, je ne suis pas nécessairement pour donner des leçons.
J'ai un petit peu d'humilité par rapport à ça. C'est toujours facile de critiquer. On peut parler de best practice, et là par contre j'aurais beaucoup d'idées sur ce qui marche bien aux États-Unis et pourquoi. Mais donner des leçons, c'est quel que soit le gouvernement, et je pense que là ce n'est pas une question une question politique. C'est pas forcément nécessaire. En revanche, réaliser que la croissance va repartir à partir d'entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises, et que effectivement le gouvernement et le ministère des Affaires étrangères en particulier peuvent aider et soutenir soit les entreprises dans leur exportation ou dans leur capacité à créer des jobs en France, ça c'est important. Je vous rappelle qu'au Canada par exemple, le ministère des Affaires étrangères a fusionné avec le ministère du Commerce extérieur pour créer le Ministry of Foreign Affairs and Trade. Eh bien ça a un sens. Il faut savoir que les autres pays se battent pour attirer les investissements vers chez eux, ou alors pour faciliter leurs entreprises exportatrices ou conquérantes de nouveaux marchés. Je crois qu'il est important que la France, dont les diplomates ont franchement pris conscience de ça depuis de nombreuses années, mais c'est très bien qu'un ministre le mette à l'ordre du jour comme étant une priorité, parce qu'on vit dans un monde concurrentiel là aussi, et que les autres le font. Oui. Alors, pour revenir un petit peu à vous, entreprise qui réussit vraiment ici aux États-Unis, c'est plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires aujourd'hui encore. Oui. Comment ça se passe en ce moment? On voit un petit peu une économie qui tourne au ralenti. Est-ce que votre secteur des nouvelles technologies, c'est un secteur qui toujours ne connaît pas la crise? On peut le dire, oui. La crise est aujourd'hui... au plan géographique, si on regarde les choses, nous ne constatons pas de ralentissement en Europe pour ce qui nous concerne. Pas du tout. Non, pas de façon significative au point de le lier à l'économie. On est encore dans une phase où les gens consomment et aiment consommer ces nouveaux médias. Ce sont des produits d'émotion, c'est plutôt des produits, je dirais, contre-cycliques par nature, parce que c'est des produits qui coûtent peu cher finalement, et donc ce sont des produits qu'on va acheter, y compris lorsqu'on a besoin un petit peu de se changer les idées et de se divertir. C'est vrai que c'est important. Aux États-Unis, là c'est encore et c'est toujours une très très forte croissance, tant pour notre entreprise que pour le secteur. Donc je crois que toujours les croissances à deux chiffres. Oui, croissance à deux chiffres, recrutement d'effectifs, difficulté à trouver des talents, enfin des choses qui sont assez révélateurs. Et pour revenir donc sur mon point précédent, moi je pense que ce n'est pas la crise, ce n'est pas l'environnement macroéconomique qui va changer ça, parce que le mobile et les réseaux sociaux changent de façon profonde la façon dont les consommateurs découvrent les médias, et changent également de façon profonde la façon dont les entreprises travaillent au quotidien. Ça permet une forte, à mon avis, augmentation de la productivité de certaines entreprises, et donc ça aura des répercussions positives sur l'économie. Alors vous, si on regarde un petit peu ce que vous faites, vous êtes très actif, beaucoup de projets en ce moment? Oui, on est en train de... écoutez, le dernier projet qu'on vient de lancer, qui est important, c'est celui d'une application pour la National Football League, enfin la NFL, qui est la grande marque de sport et de médias aux États-Unis. Cette application est très innovante. Elle permet bien sûr d'être, pour un fan, d'être finalement en contact permanent avec son équipe, d'être alerté lorsque l'équipe tweet ou lorsque l'équipe poste sur Facebook, et puis aussi d'être en connaissance des résultats. On a donc la possibilité d'avoir en permanence les résultats de la NFL de façon très personnalisée sur l'écran de son téléphone. C'est vous, enfin, vous étiez en contact avec la NFL ou c'est je travaille depuis de nombreuses années avec la NFL. En fait, on est très implanté. On est à la fois très implanté dans le sport avec la NFL. On a aussi une collaboration très approfondie avec la NBA. Et donc, oui, la NFL, c'est une collaboration de plusieurs années qui a commencé avec des produits relativement basiques et qui aujourd'hui fonde cette application, à mon avis, une des applications les plus sophistiquées en fait de l'App Store de Google. C'est sur Android. D'accord, donc à surveiller. Ce sera disponible à partir de quand? Elle est disponible là. Oui. NFL écoutez, 2013, vous pouvez y aller. Allez, on va passer à présent à un autre sujet. On en a beaucoup parlé en France cette semaine, la 4G. SFR sort ses premiers forfaits.
Ici, ça fait un petit moment qu'on en parle de la 4G. Est-ce que ça change vraiment les choses, la 4G, selon vous? Vous sentez la différence? C'est exactement, si vous m'auriez posé cette question pour l'Internet fixe, on aurait eu à peu près la même réponse. En fait, la 4G, les réseaux, l'augmentation de la vitesse des réseaux, sur un téléphone mobile, on peut aussi mettre le Wi-Fi, donc le réseau débit est déjà un peu disponible, mais l'augmentation de la vitesse des réseaux apporte simplement un confort, une disponibilité, une stabilité de l'expérience client qui est infiniment supérieure à celle que vous pouvez avoir avec une vitesse plus réduite. Bon, ce que la vitesse des réseaux sur les réseaux fixes Internet avait apporté, c'est en fait le développement et l'explosion du commerce électronique. Ouais. Et donc moi je pense que en fait, la 4G sur le mobile améliore le confort et l'expérience, mais au plan économique va certainement permettre de multiplier les ventes des e-commerçants sur ces terminaux mobiles, parce que la consultation des catalogues se fera de façon beaucoup plus fluide et la transaction sera encore plus simple. Donc ça devrait encore en plus booster ce secteur qui déjà se comporte très très bien. Personnellement, vous investissez beaucoup dans les startups. Il y avait un article intéressant cette semaine dans le Wall Street Journal qui soulignait qu'il y a de moins en moins, en tout cas on est de plus en plus strict, on est de plus en plus frileux sur ces investissements dans les startups depuis les fiascos Facebook, Zynga ou encore Groupon. Est-ce que vous personnellement, vous êtes un petit peu plus frileux en termes d'investissement dans des sociétés, dans des startups? C'est quelque chose que vous avez ressenti, que c'est votre sentiment également? Non. Je crois que dans ce monde des technologies, on a vraiment le don de créer des arbres qui cachent les forêts. Lorsque la bourse s'est effondrée en 2000 et on a dit que l'Internet n'existait plus, le nombre d'abonnés à Internet explosait par ailleurs de façon considérable. Certes, Facebook a raté son IPO, il faut quand même le dire, ça a été quand même quelque chose finalement qui était simple à organiser sur le principe, mais qui a été particulièrement raté par une équipe qui a été incompétente sur le sujet, il ne faut pas se le cacher. Non, mais allons, dites-nous. Moi, je n'ai pas de problème à le dire. De façon collective, et je ne sais pas très bien où se situe l'incompétence, rater l'IPO de Facebook, franchement, c'est une grosse erreur. C'est une erreur pour Facebook, c'est une erreur pour ses investisseurs, et c'est surtout une erreur pour l'ensemble du secteur, parce qu'effectivement, ça a pu diminuer la confiance. Ceci étant, Facebook, en tant que tel, est une très grande entreprise. Ses résultats financiers sont extrêmement encourageants, pour ne pas dire fantastiques, parce que rappelons-nous quand même que cette entreprise a moins de 10 ans, et sa valorisation n'en reste pas moins spectaculaire. Oui. Bon, donc je crois que c'est peut-être un peu. Oui, mais enfin, elle est selon certains, non? Écoutez, que Facebook, en termes de valorisation, soit au niveau où il est ou à un autre, une entreprise qui a moins de 7 ans d'existence réelle, vous ne me direz pas que ça puisse être un échec. Je me suis prononcé sur le processus de l'IPO, sur le pricing. Ça, c'est un échec. C'est même plutôt, franchement, un scandale. Mais on ne peut pas dire que l'entreprise en tant que telle soit un échec. Et donc, pour toutes les petites entreprises qui sont en forte croissance, qui innovent sur ces terrains-là, qui innovent grâce à Facebook, nous, avec notre application Benzintown, on a un grand succès sur Facebook, on ne peut pas dire que l'ensemble du secteur doit en pâtir. Ce serait une erreur de raisonnement profonde, et donc moi, ma confiance dans le secteur à titre personnel, elle est plus forte que jamais. J'ai envie de dire qu'on est plutôt à un début de cycle, c'est ma théorie, je l'ai répété ici de plusieurs fois, on est plutôt à un début de cycle, et ce début de cycle, évidemment, devrait encourager les gens à soutenir des petites entreprises innovantes en tant que business angel comme en tant qu'investisseur institutionnel. Eh bien, le message est passé. Fabrice Argent, merci beaucoup. Vous êtes le patron de Selfish. On se retrouve dans quelques instants. Justement, on va parler de Facebook avec Ilana Beassia.